On arrête de... Je sais pas si marche. Si mon micro marche bien. Je pense qu'on va y aller. Donc, je souhaitais la bienvenue donc, à cette nouvelle conférence du cycle des Jeudis du numérique, qui est organisée en fait par la faculté d'éducation et de formation de l'Institut catholique, ainsi que la direction du système d'information et du numérique. Voilà. Alors, je vais d'abord remercier vivement Dominique Régnier d'avoir répondu positivement à ma proposition de participer à ce nouveau cycle de conférences. Voilà, donc rapidement, avant l'exposé de Dominique, donc Dominique, tu es directeur de la Fondation pour l'innovation politique. Tu es également professeur à Sciences Po, où tu enseignes sur les questions d'identité européenne et de raison d'État. De façon plus générale, en fait, tes travaux portent sur les grands enjeux de société, politiques, économiques et sociaux, et notamment sur l'opinion publique européenne, le populisme ou encore la raison d'État. Et on te voit régulièrement intervenir dans le débat public, d'ailleurs. Voilà. Pour en venir à ce cycle rapidement, son objectif est, en s'appuyant sur les connaissances et les compétences de scientifiques et spécialistes de différentes disciplines, de proposer des éléments de réponse ou de réflexion nécessaires à une meilleure compréhension des impacts sociétaux du numérique et des enjeux qui en découlent. Donc ce soir, nous allons plus particulièrement nous intéresser à un impact qui n'est pas des moindres, qui n'est pas forcément souvent abordé, mais important, puisqu'il s'agit de celui du numérique sur la gouvernabilité de notre société. Voilà. Donc en effet, on sait qu'en transformant nos modes de communication et d'information, le numérique modifie notre rapport aux autres et au monde. On constate aussi qu'il impacte aussi notre rapport à l'autorité et à nos gouvernants. Voilà. En donnant à chacun la possibilité de s'exprimer, en supprimant les filtres de discours, en promouvant de nouvelles dynamiques d'agrégation d'opinion, forcément, il y a des impacts sur les équilibres traditionnels. Alors, faut-il voir dans l'émergence numérique un outil providentiel ou bien une menace pour notre démocratie ? Sommes-nous devenus des citoyens plus malléables avec le numérique, ou au contraire, le numérique aiguise-t-il notre sens critique et donc notre indépendance ? Autant de questions auxquelles tu vas apporter ce soir, Dominique, l'éclairage de ta vision, à la fois de politologue, d'universitaire et d'experts sur les enjeux politiques, économiques et sociaux. Merci, cher Didier. Mesdames et messieurs, bonsoir. Je salue mon collègue Jean-Gabriel Ganassia. Merci de votre présence. On entend mal ? Je vais parler plus fort peut-être ? Ah, comme ça. Si c'est trop fort, vous me le dites, hein, que ce ne soit pas agaçant ou lassant pour vous. Merci de votre présence. Alors, je voudrais vous proposer de parcourir un chemin de réflexion sur la question qui est mise au programme aujourd'hui. Et puis, ce sera sans doute très utile qu'on ait un échange, que vous puissiez, si vous le souhaitez en tout cas, ouvrir des aspects qui ne seront pas traités, parce qu'évidemment, on ne peut pas tout traiter en un exposé comme celui-là, et compléter par des échanges ce qui n'aura pas été dit ou ce qui ne vous aura pas paru convaincant, que sais-je. Voilà, alors je voudrais simplement partir d'une définition très générale de la notion de gouvernement, puisque c'est dans le titre, que la notion de gouvernement me paraît ici pouvoir être prise dans un sens très minimal pour pouvoir circuler à travers le temps. Et donc je considérerais le gouvernement comme une activité de mise en ordre d'une communauté, de façon assez neutre, de mise en ordre d'une communauté par le groupe d'individus qui exercent la fonction dirigeante et qui va donc conduire cette communauté, la régler selon des principes, selon des règlements. Et je le dis comme ça parce que la première, c'est un sujet très ancien, évidemment, ça. Et en fait, la question de la communication et de la manière de gouverner les individus se pose depuis toujours. On n'a pas toujours des textes qui en attestent, mais on sait que ça se pose depuis toujours. L'anthropologie nous y aide beaucoup à voir cela. Mais simplement, je m'inscrirai dans un moment qui est très foisonnant en termes de doctrine, de théorie, de réflexion. Pour démarrer, je vais aller assez vite sur cet aspect-là, mais je veux quand même le poser, qui est l'Antiquité grecque,
où on a déjà une espèce de conception et de réflexion qui est très proche de la nôtre en réalité sur qu'est-ce que c'est que gouverner une société. Alors on ne pense pas à gouverner numériquement, quoique la première question qui est très souvent posée par les grands philosophes grecs du 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est une question que j'ai toujours trouvée, moi, très constitutive de la réflexion actuelle sur la communication et les médias. C'est posée en termes de quantité au départ, c'est-à-dire quelle est la quantité de personnes que l'on peut gouverner, comment peut-on faire pour tenir en ordre un grand nombre de personnes. Et si on se situe 5 siècles avant Jésus-Christ, il y a de très grands esprits qui ont réfléchi à la question. Pratiquement tout le monde l'aborde, la question à l'époque. Platon a mené une réflexion sur cette question-là qui l'amène à considérer, et ça c'est une espèce d'idée générale à l'époque très fortement installée, qu'on ne peut pas gouverner les hommes s'ils sont trop nombreux. C'est une idée qui est très installée. Et on dit même beaucoup à ce moment-là que pour gouverner des hommes, une cité qui serait trop peuplée, il faudrait que ce soit un peuple de demi-dieux, qui n'aurait pas à être trop rigoureusement conduit, parce que ça n'est pas possible. Donc c'est l'idée que s'il y a un nombre trop grand d'individus, il n'y a pas de place pour un gouvernement autre que despotique. Et Platon est allé jusqu'à faire des calculs pour limiter la quantité de personnes pour la cité idéale, au-delà de laquelle quantité on ne peut plus la gouverner. Et dans ces calculs, il intègre la nécessité, je le dis au passage, de maintenir toujours la même quantité de personnes. C'est pourquoi il est un adepte de la sélection des individus pour éviter un très grand nombre de naissances. Je le dis au passage. Donc, mais cette question, elle est centrale. Pour lui, on ne peut pas gouverner un peuple trop nombreux. Et il calcule une limite quantitative au-delà de laquelle ce n'est pas possible de gouverner. Ou alors, ça n'est plus une cité au sens noble du terme. C'est-à-dire que ça n'est plus une cité avec des citoyens émancipés. C'est une espèce de troupeau que l'on peut tenir, mais par la discipline stricte, etc. Aristote a réfléchi à la même question et il fait une réponse que je trouve très intéressante, enfin très forte, plus qu'intéressante, très puissante, même étonnante même. Aristote pose la même question. Est-ce qu'il y a une limite au gouvernement raisonnable et, on peut dire, éclairé, pour le dire ainsi, d'une cité ? Et Aristote ne pose pas une limite quantitative, il pose un principe d'observation. Il dit, c'est dans les politiques, il dit, il ne faut pas que le peuple soit si nombreux qu'on ne puisse pas l'embrasser d'un seul coup d'œil. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'il ne dit pas, au-delà de 5040, on ne peut plus parce qu'ils sont trop nombreux, ou alors on ne peut que de manière autoritaire, pour simplifier des choses et aller vite là-dessus. Il dit, si on ne peut plus voir tout le monde, c'est plus possible. C'est le désordre. Et c'est frappant parce que, comme souvent chez Aristote, ces énoncés-là voyagent très facilement jusqu'à nous. Et aujourd'hui, on peut tout à fait considérer qu'il y a des modalités pour voir tout le monde, même quand le peuple est très nombreux. Il y a 1,4 milliard de Chinois. Il y a au moins autant de caméras en Chine aujourd'hui, à peu près. Je pense qu'on est à peu près... Le plan chinois de développement des caméras de surveillance a été mené de façon très dynamique, ambitieuse. Et il a été réalisé et dépassé. Il y a à peu près aujourd'hui une caméra par Chinois en Chine pour la surveillance. Ça ne veut pas dire qu'il y a une caméra derrière chaque Chinois, mais il est impossible de ne pas être filmé en Chine. Le dispositif est celui-là. Et d'une certaine manière, je ne dirais pas que les Chinois sont aristotéliciens, mais d'une certaine manière, ils répondent à la question, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, mais je peux embrasser tout le monde d'un seul coup d'œil avec des machineries de ce type. Donc on peut suppléer, ou en tout cas répondre à ce problème de quantité qui semblait infranchissable.
je signale que ce sont quand même des moments qui ne vont pas, enfin, ce sont de grandes pensées sur la question de la visibilité, de la quantité, mais qui ne vont pas résister longtemps. Elles peuvent revenir aujourd'hui, j'essaie de l'illustrer très vite avec Aristote, mais elles peuvent revenir aujourd'hui, mais très très longtemps, c'est-à-dire en gros entre l'Antiquité grecque et le XVIIIe siècle, inclus. Très longtemps, on considère, y compris des esprits libéraux et de grands esprits, Montesquieu en particulier, on considère qu'il n'y a pas d'autre possibilité pour gouverner un peuple nombreux que le despotisme. C'est une question absolument majeure qui domine beaucoup la réflexion. Et donc, quand on veut gouverner de manière libérale, on ne sait pas comment faire avec ce nombre. Je signale d'ailleurs qu'au XVIIe siècle, on parle assez volontiers de quantité de peuple. Cette formule est utilisée, elle est significative. Et donc, c'est par exemple, les fédéralistes américains, ceux qui ont créé les États-Unis, de Federalist Papers, qui ont délibéré avec vraiment une très grande culture grecque, latine, de toute la littérature européenne, et qui ont réfléchi sur comment fabriquer une cité libre aux États-Unis, pays immense, avec une population qui était appelée à devenir importante, et ça c'est déjà dans leur réflexion. L'idée des pères fondateurs, c'est que, selon la théorie, il n'y a que le despotisme. Et ils n'en veulent pas. Et donc ils réfléchissent à un système qui est aujourd'hui encore en place, qui est un système de médiation avec des élections, mais qui ne sont pas directes, avec de grands électeurs, pour avoir un système de représentation qui permet, d'une part, de convoquer alors tout le monde. Alors ce tout le monde, il correspond à des circonscriptions différentes, bien sûr, selon les époques. Mais enfin, il y a quand même l'idée que tout le monde doit venir, et finalement, c'est tout le monde qui vient au fil du temps. Je veux dire que le droit de suffrage s'étend. Eh bien, cette idée du suffrage indirect des grands électeurs, c'est une combinaison pour avoir sur un grand territoire dont on pense qu'il sera très peuplé une cité libre qui n'interdit pas l'ordre et qui donne accès à une forme de liberté pour le plus grand nombre par la médiation de grands électeurs. Ce qu'on ne veut pas, c'est le suffrage direct. On ne veut pas élire un président directement parce que les pères fondateurs, j'insiste un tout petit peu là-dessus parce qu'il y a une espèce d'ironie un peu sombre, mais à penser aujourd'hui ce qui se passe aux États-Unis, les pères fondateurs veulent absolument éviter une figure dont le meilleur exemple serait Donald Trump. Et ils ont brillamment réussi. Je ne dis pas ça pour souligner l'échec de leur projet. Au contraire, ils ont brillamment réussi, puisque jusqu'en 2016, on ne voit pas aux États-Unis cette espèce de ce qu'on appelle le populisme, cette espèce de démagogie, parvenir à convaincre tant d'électeurs que finalement la personne est en charge du pouvoir. Donc c'est vraiment fascinant de voir que cette préoccupation pour la liberté pour le grand nombre, en évitant les formes despotiques qui semblent nécessaires pour gouverner le grand nombre, est passée par le gouvernement représentatif, en fait. Et je dirais que dans le système représentatif, il y a aussi cette idée de ne pas présenter le grand nombre, de ne pas lui demander de se rassembler vraiment, la démocratie d'assemblée, mais de le représenter, de faire en sorte qu'un petit nombre va représenter le grand nombre, et d'une certaine manière, représentation a un sens, comme vous le savez, qui peut être très riche, y compris tout à l'heure, nous sommes allés dans la mauvaise salle en venant ici, nous étions dans une salle où se préparait une représentation théâtrale, c'est ça aussi la représentation, donc figurer quelque chose qui n'est pas présent, mais dont on sait qu'il est malgré tout contenu dans la figuration. C'est vraiment un aspect important, je passe là-dessus. Et on a donc une espèce de réflexion très, très centrale sur cette aporie qu'il faut arriver à contourner ou à faire éclater sur l'intégration du très grand nombre dans la cité, parce que comme vous le savez,
même si je simplifie beaucoup pour aller très vite, c'est très cavalier, mais on peut le dire ainsi. Comme vous le savez, à partir de l'Antiquité, il n'est plus possible, c'est-à-dire que ça se fait toujours, mais ça fait scandale, il n'est plus possible, sans faire scandale, de considérer qu'il y a une partie de l'humanité dont la vocation est d'être esclave de l'autre partie de l'humanité. Cette émancipation-là, elle a lieu, et même si ça ne met pas fin à l'esclavage, ça fait de l'esclavage un scandale politique contre lequel on se lèvera, etc. etc. Et il reste aujourd'hui à peu près 28 millions de personnes en état d'esclavage dans le monde. Ça n'a pas disparu aujourd'hui non plus, mais c'est quelque chose qui nous paraît épouvantable et tout à fait scandaleux. C'est sur cet esclavage et cette inégalité radicale qu'était fondée la belle démocratie athénienne. Voilà, c'est la limite de cet exemple de la démocratie athénienne qui était fermée à presque tout le monde. Il y avait à peu près 800 000 personnes qui peuplaient Athènes et à peu près entre 20 et 40 000 citoyens pour les grands moments pour faire vivre cette cité, et tous des hommes libres, pas les métèques, pas les femmes, pas les esclaves, qui faisaient bien sûr que la cité pouvait se consacrer à la politique. Donc le scandale de cette inégalité insupportable ayant éclaté, la question est de savoir comment intégrer ce qui est encore plus le grand nombre, puisque c'est tout le monde. Et donc on a une sorte de vertige sur l'idée que voilà, toute l'humanité va devoir être mise en ordre, peut-être d'une façon despotique, si on ne trouve pas la voie pour le faire autrement. Je passe sur le rôle que va jouer l'Église chrétienne dans cette réponse à la mise en ordre. Tout ça est beaucoup trop rapide, encore une fois cavalier, mais c'est peut-être un peu nécessaire de le dire en peu de mots. Même si l'Église chrétienne a une contribution majeure sur le plan doctrinal, absolument majeure, dans la production de systèmes représentatifs, de mécanismes de décision qui permettent d'impliquer le plus grand nombre, y compris, par exemple, dans le christianisme primitif, l'élection directe des autorités religieuses par l'assemblée des fidèles, assemblée dans lesquelles on trouvait aussi les femmes. Donc, d'une certaine manière, il y a eu à un moment donné une espèce de suffrage universel, je dirais, pour alors acclamer, approuver la nomination de tel ou tel prélat. Et même si ça disparaîtra assez vite, il y aura des systèmes extrêmement ingénieux qui seront inventés, notamment dans les monastères. Et je le dis parce que peut-être c'est des choses que vous savez, on doit la plupart de nos modes de scrutin, on les doit au monastère. C'est l'Église qui les a inventés, la notion de majorité qualifiée, unanimité, les scrutins à un tour, deux tours, etc. Bon, il y a toute une ingénierie et qui est destinée à associer tout le monde à la décision ou à la représentation. Il y a d'ailleurs un grand principe, ça il faut quand même l'évoquer, il y a un grand principe qui est forgé au XIIIe siècle par la doctrine chrétienne, qui est que ce qui concerne tout le monde doit être discuté et approuvé par tout le monde. C'est un très grand principe du XIIIe siècle qui ensuite se retrouve, la formule est claire, hein, ce qui concerne tout le monde doit être discuté et approuvé par tout le monde. Donc il n'y a pas d'ambiguïté sur la formule. Donc non seulement il faut bien faire rentrer tout le monde dans le système politique parce qu'il faut contrôler tout le monde ou gouverner tout le monde, je ne veux pas que ça ait un côté policier qui n'était pas dans l'idée, contrôler tout le monde, gouverner tout le monde, mais il faut aussi que ce tout le monde puisse être associé à la discussion et à la décision. Donc ça devient très compliqué et très ambitieux, évidemment. Et donc la question se posera sans qu'on trouve tout de suite des réponses. Il y a deux réponses pratiques, enfin une théorico-pratique et une pratique qui sont imaginées. Il y a une première réponse qui est au fond, je fais parler comme ça des siècles, hein, vous me pardonnerez, il y a une première réponse qui est de dire ça va tenir parce que nous avons des sociétés rurales, agraires, dispersées. Donc les gens ne sont pas nombreux en réalité. Ils sont nombreux, mais ils ne se rencontrent jamais en étant nombreux. Il y a quelques foires, mais ça ne fait pas
un nombre considérable. Et puis la deuxième, ça c'est une réponse pratique et qui est vécue pendant des siècles, c'est l'esprit de clocher. Et puis la deuxième réponse, que je dirais théorico-pratique, en fait théologico-pratique, c'est que c'est l'Église qui gouverne les esprits, les âmes, et qui tient une sorte de ministère de l'intériorité, si je puis dire. Et donc là, il y a une fonction gouvernementale de l'Église qui est très importante et qui va par la propagande au sens chrétien du terme, la propaganda fide, qui va par la propagande équiper les individus d'une doctrine, d'une vision du monde et s'assurer qu'il y a une homogénéité dans la conception des choses. C'est une forme de gouvernement des esprits, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais les choses vont évidemment bouger beaucoup, même si ça a tardé un peu. Après, c'est allé très très vite. Lorsque la puissance économique des villes et des bourgeoisies commerçantes, plus les effets de la découverte, comme on dit, de l'Amérique et de l'arrivée de l'or, des ors de l'Amérique, des fortunes de l'Amérique, eh bien, le capitalisme se développant, comme vous le savez, on a une logique économique ensuite qui fait qu'il y a une concentration dans l'urbanisation. Et ça, bon, ça commence au XVIIIe siècle, en gros avec l'Angleterre, mais c'est un processus qui tarde un peu ailleurs, mais qui au XVIIIe siècle, deuxième moitié du XIXe siècle, l'urbanisation, elle est observée partout comme un phénomène très impressionnant qui perturbe tout le monde. Je pense que ça à peu près, c'est la même expérience que la globalisation. Toutes les sociétés sont déstabilisées, celles qui sont concernées par ce processus. C'est que non seulement on est nombreux, mais ça se voit. On se côtoie, on est entassés. Et on se côtoie, ce n'est pas une métaphore, on se touche, on est coude à coude dans les rues, dans les fabriques. Il y a des fabriques qui arrivent avec beaucoup de monde. Alors beaucoup de monde, aujourd'hui on dirait que ce n'est pas tant que ça, mais à l'époque c'est énorme. Et donc cette question, elle devient comment faire pour gouverner dès lors que premièrement, il y a ce processus de concentration physique, l'urbanisation, et que deuxièmement, parce que ça on l'observe très très vite, il y a des textes nombreux là-dessus, le fait de quitter la campagne pour la ville fait de vous un croyant qui devient athée. Et donc il n'y a plus de mécanisme pour gouverner les esprits, ça ne marche plus. Alors ça marche plus, ça marche de moins en moins, ça ne marche plus. Voilà. C'est très commenté, ça, au moment où ça se produit. Et d'ailleurs, ça effraie tout le monde. Je le signale, même les républicains, comme Jules Ferry et tout cela, sont effrayés par la déchristianisation. Hein. Ça ne les rassure pas du tout, ils sont effrayés. Hein. Et la question qu'ils se posent, c'est comment on va faire pour gouverner. C'est une question qui se pose très clairement en ces termes. Et donc voilà, il y a ce processus-là qui est en cours. Et à ce moment-là, il y a un déterminant technologique, une détermination technologique qui se déploie avec beaucoup de force. C'est ce facteur extraordinaire dans l'histoire qui est souvent oublié dans l'observation du fait politique et de ces transformations. C'est le facteur technologique, le fait qu'il y a des innovations qui surgissent, parfois de façon assez énigmatique, mais elles surgissent et elles bouleversent la donne. On connaît tous l'invention de l'imprimerie. C'est déjà en soi un bouleversement considérable qui va créer toute une série de conséquences politiques absolument majeures, y compris d'ailleurs le début de la séparation entre l'État et l'Église au sujet de l'imprimerie. Bref, mais très vite, c'est le XVIIIe siècle, le XVIIe, XVIIIe, l'imprimerie ne fait pas que du livre, elle fait aussi des gazettes. Et même si c'est très limité, c'est les villes, etc., mais les gazettes commencent à apparaître. Je fais des bombes, enfin, il faut bien. À partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, on a une conjonction de technologies extraordinaires qui se mettent entre elles à faire configuration. Il y a, sans que ce soit lié, c'est ça qui est étonnant, comme si l'esprit humain se mettait à penser le monde différemment, il y a l'invention de la rotative, donc l'imprimerie à rouleau par rapport à la presse, voyez, et l'imprimerie à rouleau va à une vitesse absolument phénoménale, qui fait qu'on peut imprimer en une nuit
de nombreux exemplaires d'un journal. S'il y a un journal, c'est qu'il y a des rotatives. Jour, c'est journal. Journal, c'est le jour. Pour distribuer le matin un journal partout, il faut qu'il y en ait beaucoup. Et pour qu'il y en ait beaucoup, il faut qu'il y ait une rotative. Mais ça ne suffit pas. La deuxième innovation extraordinaire qui se déploie à ce moment-là, c'est le chemin de fer. C'est le plan Freycinet en France. Enfin, après, on peut monter des cartes, mais vous avez une France qui est extraordinaire, qui est tramée de voies ferrées. Et on transporte les journaux. Et donc, vous voyez apparaître, tout d'un coup, dans un pays comme la France, qui est fait de toutes ces ruralités, avec toutes ces langues, la mienne, c'est l'occitan, si je regarde mon origine, eh bien, toutes ces langues qui vont peu à peu céder la place à un espace national où l'on échangera en français. Ça fait un moment que le français est la langue du royaume, mais enfin, pour beaucoup, c'est pas quelque chose qu'on rencontre. On peut très bien vivre longtemps et pendant plusieurs siècles sans parler un mot de français. Mais là, tout d'un coup, on entre dans un espace public, en fait, au sens de la presse, du journal, par la langue, par les rotatives, par le chemin de fer. Et cette presse, elle vient bien tous les jours raconter quelque chose que tout le monde découvre au même moment dans la journée. On fabrique l'actualité. Et ça devient l'actualité un principe de communauté. Ça fait communauté. Il se passe quelque chose. Il nous arrive quelque chose comme communauté. La communauté, ça définit les personnes qui lisent la presse le matin. Et on a donc une inclusion du grand nombre dans un espace public, on peut dire symbolique, métaphorique plutôt, qui est cet espace public qui n'a pas de territorialité, qui est l'ensemble des personnes qui lisent la presse et qui donc tous les jours sont réunis dans la découverte de l'actualité, etc., etc. Il y a beaucoup de travaux là-dessus qui sont faits à l'époque. Et on a un conflit entre deux conceptions de la société, qui sont aussi deux conceptions du gouvernement, enfin deux formes de gouvernement qui seraient appelées selon que la société serait celle-ci ou celle-là. Alors, je le dis vite, mais c'est un clivage qui est très fort, très fécond d'ailleurs aussi, et qui devient aujourd'hui à nouveau très fécond parce qu'il est en fait littéralement retourné par le numérique. Le clivage, c'est les sociétés qui deviennent massives, qui se massifient par l'urbanisation, où l'on rencontre donc ces foules nombreuses, des foules aléatoires qui déambulent dans les rues. On va au travail, on fait les courses, on se promène, etc. Et puis des foules aussi qui sont menées par des émotions, des foules révolutionnaires, des foules enthousiastes aussi. Il y a des foules qui sont très enthousiastes, de belles foules heureuses, des foules patriotiques, des foules antisémites. Enfin, on voit des foules se constituer à partir des émotions, à partir de sentiments. Il y a des meneurs de foules, etc. Ça se rassemble physiquement, réellement, sur les places publiques. Ce n'est pas l'espace public, c'est la place publique, au sens où il y a un espace géographique limité sur lequel se réunissent toutes ces multitudes qui sont concrètes. Et dans les manifestations, ce qu'on appelle donc une manifestation, on vient avec son corps. On vient avec ses émotions, avec sa sensibilité, et on subit l'effet du groupe, qui existe toujours aujourd'hui. Quand vous allez... Bon, après, ça dépend de... Pour moi, c'est plutôt des souvenirs, mais quand j'allais écouter des concerts de musique très rythmés, je sentais bien l'élan collectif, etc. Bon, on partage encore aujourd'hui des émotions comme ça. Quand on est plus jeune, plus engagé dans des formes collectives de joie, de bonheur esthétique, etc., en particulier au plan musical, on connaît cet effet de la foule qui produit une forme de fusion émouvante et forte. Mais il y a aussi, bien sûr, tous les sentiments négatifs qui peuvent venir dans ces foules et les structurer, les constituer. Les foules ne durent jamais longtemps, elles sont temporaires, on les analyse comme ça. C'est une espèce de cité réellement présente, dangereuse, instable, qu'on considère comme intellectuellement régressive, qui est menée par des élans sentimentaux, par des idées simples. Il y a toute une littérature là-dessus. Probablement que l'auteur le plus fameux, c'est pas le plus innovant, mais c'est le plus fameux, le plus célèbre, c'est Gustave Le Bon et sa Psychologie des foules, publiée en 1895, qui en font quand même l'auteur français le plus lu et le plus traduit à ce moment-là.
Et c'est une sorte de manuel du prince à l'âge de la multitude. On peut vraiment lire son livre comme ça. Il donne des conseils pour subjuguer les foules, pour séduire les foules. Ce vocabulaire est très présent, la séduction des foules, très présent. Voilà, il y a toute une série de considérations. De la même façon, une autre branche du monde des sciences sociales, dans ce que c'était à ce moment-là, se pose une question différente. Et sans méconnaître l'existence des foules qui frappent, parce qu'on les voit, les foules, on ne peut pas les contester, on voit qu'il y a du monde. Et le XIXe siècle est littéralement obsédé par la peur des foules. La littérature en est remplie, mais c'est vraiment quelque chose que vous trouvez, y compris au sein des partis ouvriers. Et la théorisation du Parti ouvrier est une théorisation du gouvernement de la foule. Une organisation hiérarchisée qui donne à une élite dirigeante le pouvoir de conduire la multitude au sein du Parti ouvrier pour ensuite arriver à conduire une révolution ou un mouvement réformiste. Mais c'est vraiment quelque chose qui est théorisé dans les partis politiques et la théorie des partis qui apparaît à ce moment-là le reflète parfaitement. Et il y a un texte qui est célèbre, qui va très loin dans ce domaine, c'est le texte de Lénine qui est paru en 1902, Que faire?, où Lénine fait la théorie du parti bolchevique, qui est un parti d'élite qui doit gouverner de manière extrêmement ferme la multitude ouvrière pour fabriquer une révolution qui n'aura pas lieu si on laisse faire cette masse médiocre. Donc, il n'y a pas nécessairement de pensée péjorative, mais c'est une analyse de la situation. Et donc, voilà, c'est vraiment quelque chose qui obsède littéralement et qui fait que la thèse qui domine au XIXe siècle, c'est-à-dire jusqu'en XIV, les esprits publics, les gouvernants, les sciences sociales, y compris à gauche, la thèse qui domine, c'est qu'il faudra beaucoup de discipline, beaucoup de propagande pour tenir la multitude, pour la gouverner. Il y a une thèse alternative qui est brillante, extraordinaire, moi qui m'a beaucoup inspiré, toujours. C'est la thèse d'un sociologue qui s'appelait Gabriel Tarde et qui, lui, a commencé par s'intéresser aux foules. Il était même juge et il s'est intéressé aux crimes commis en foule. Donc c'est un des meilleurs spécialistes, c'est un des deux grands spécialistes européens à ce moment-là des foules, au sens sérieux, pénal du terme, etc. Et il a une réflexion extraordinaire qui vient à son esprit en observant le journal, le lecteur du journal, au café, qui tout seul, sans bruit, dans son fort intérieur, lit quelque chose que tout le monde lit au même moment, dans une dispersion qui crée cet espace public dont j'ai parlé tout à l'heure et qui apaise sans doute la perception du message, etc. Il y a toute une réflexion là-dessus. Et Gabriel Tarde appelle ça, non pas la foule, mais un public. Il fait une théorie du public. Et cette espèce je dirais, de dichotomie entre théoricien des foules, théoricien du public, eh bien, sépare bien les deux interprétations. C'est jamais une séparation absolue. Tarde sait parfaitement qu'il y a des foules, mais il pense que c'est le public qui va dominer comme forme d'auditoire. Et autant un auteur comme Gustave Le Bon, il y en a d'autres, je ne vais pas les citer, il y a des Italiens, il y a de tout, autant un auteur comme Gustave Le Bon explique au monde, parce que le monde entier vient le visiter. Theodore Roosevelt est venu le voir, il est traduit en japonais, enfin il voit tout le monde, il reçoit tout le monde, il a une activité sociale très importante, Gustave Le Bon. Mais autant Gustave Le Bon défend l'idée que le monde va à la catastrophe parce que c'est l'âge des foules, et que ce sera l'irrationalité, la violence, les passions, ou bien, si on veut gouverner ça, la propagande et la discipline. Voyez, donc c'est ça qui nous attend, au fond. Gabriel Tarde lui répond par un désaccord fondamental. Il dit non, ce qui est en train de se passer, c'est l'apparition d'un auditoire nouveau, le public, qui est cette façon d'être ensemble à distance, sans que nos corps se touchent. Il n'y a que nos esprits dans la perception de l'information, des messages, etc. Et il va loin parce qu'il dit... J'incline à penser, dit-il, que ça travaille, tout ceci travaille pour une pacification ultime. Et il ajoute, ce qui est vraiment incroyable chez Tarde, moi qui m'a vraiment
paru extraordinaire, c'est qu'il développe, c'est pas le premier à faire ça, il le fait avec des références technologiques qui sont très pertinentes. Il considère que autant la foule est limitée, parce que sur une place, à un moment donné, on n'est plus ensemble, hein, la place n'est pas assez grande, ou bien la foule est trop grande, elle se disperse, on n'entend plus ce que dit l'orateur au bout de la foule. Il dit autant les publics, eux, sont illimités. Les publics, dit-il, peuvent atteindre l'humanité entière, peuvent contenir toute l'humanité. Et il dit, comme ça s'est passé avec l'esprit de clocher, qui nous a fait passer du village à la nation, nous passerons de la nation au public global avec la notion de public et les technologies qui le permettent. C'est l'époque, avant 14, où on invente tous les mots avec le préfixe télé. Téléphone, télécommunication, tout ça c'est inventé, ces mots sont inventés, télévision sont des mots inventés avant 1914, dans un moment qui va des années 1885 à 1900-1905 à peu près. On invente tout ça parce qu'on sait qu'on peut communiquer à distance. Hein, à distance. Voilà. Et donc il y a cette idée de la pacification finale chez Tarde. Vous savez l'histoire, vous savez que ce qui vient tout de suite, c'est la guerre de masse. Les grands massacres, la propagande qui est liée à la guerre, très fortement impliquée dans la guerre, et qu'après ça, on a quand même une très longue séquence avec beaucoup de systèmes totalitaires qui vont pratiquer la propagande de masse. Bon, c'est pas tellement le public qui apparaît comme triomphant, mais plutôt, d'ailleurs on parle beaucoup de masse, hein, mais plutôt la foule ou les masses, la massification des esprits, l'uniformisation des esprits, par des technologies de communication. Et on est très marqué par tout ça à ce moment-là. 14-18 va convaincre le monde intellectuel, universitaire et politique que le gouvernement ne se fera pas autrement que par le conditionnement des esprits, par des technologies qui sont de plus en plus puissantes. Voilà, la radio, le cinéma, l'affiche, la presse, bien sûr, et puis même après la télévision, parce que quand même la télévision, déjà, c'est un sujet. À la fin des années 30, c'est déjà un outil de communication en Allemagne, aux États-Unis, pas tellement en France, mais ça commence déjà à être utilisé. Donc c'est l'idée que par là, on va pouvoir faire tenir, en fait, on va pouvoir embrasser le grand nombre d'un seul coup d'œil, comme disait Aristote, et on va pouvoir aussi tenir les esprits, les gouverner de cette façon-là. Et au fond, c'est une vision très pessimiste qui domine cette période, jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la vision selon laquelle on va pouvoir littéralement injecter des opinions dans l'esprit des individus. Et la métaphore qui est souvent utilisée, c'est celle de la seringue hypodermique. Donc la seringue hypodermique, celle par laquelle on fait une injection à un patient, qui serait donc l'injection d'une opinion à un patient qui serait soit vide d'opinion, soit qui en aurait une, mais qui serait chassée par l'injection. Et on peut ainsi, grâce aux médias, injecter des opinions dans l'esprit du grand nombre et ainsi le gouverner et le faire unanime. Ça, c'est une doctrine qui va dominer l'entre-deux-guerres. Il y a un livre fameux aussi là-dessus, Serge Tchakotine, Le viol des foules par la propagande politique, en 1938. Harold Aswell, enfin, il y a beaucoup de textes là-dessus dans l'entre-deux-guerres, beaucoup de textes. Et puis, après la Deuxième Guerre mondiale, c'est remis en question par de très grands théoriciens américains, Lazarsfeld, Katz, etc., qui, eux, élaborent, je ne vais pas le développer ni même l'esquisser vraiment parce que je n'aurai pas le temps, mais élaborent une réfutation de cette théorie de la seringue hypodermique pour expliquer que l'expérimentation montre que les individus ne sont pas vides de contenu. Ils ont des opinions, des croyances, des préférences, ils ont aussi des intérêts. Et c'est très dur d'aller contre les intérêts de l'individu, c'est très dur de chasser une conviction pour en mettre une autre à la place, ça ne marche pas du tout comme ça. Et ce que montrent les travaux à ce moment-là, c'est plutôt que c'est très difficile de convaincre quelqu'un de changer d'avis. C'est la théorie de la communication à deux niveaux qui prend la suite, et qui va être considérée comme la théorie plus sophistiquée et dominante, qui expliquera notamment d'ailleurs les résultats électoraux, puisque les démocraties se développent et on l'expérimente notamment dans les campagnes électorales. Le point où nous en sommes ici, c'est en gros, je dirais, les années 80. On va jusqu'aux années 80. Et les médias classiques, même s'il y a un peu plus de télévision, plus présente, les chaînes d'information continue aux États-Unis, en France aussi, etc. Bref, ça ne remet pas en cause fondamentalement le modèle des publics. On accède à cette communauté qu'elle a citée par ces médiations, ces médias,
et ça permet un accès qui est détaché de la présence des corps. Hein. On n'a pas besoin d'être rassemblés pour aller recevoir un message. Et donc, on est émancipé des effets de la proximité physique et de la contagion mentale, qui est aussi une idée très importante, contagion mentale, émulation, etc. C'est quand même quelque chose qui est impacté très fortement par l'arrivée du web, de la numérisation et des réseaux sociaux, peu à peu, et même de la téléphonie mobile qui va devenir l'outil principal d'accès au web et d'interaction entre les individus, ce que moi j'appelle l'individu média, parce que à partir de la numérisation, on va avoir quelque chose qui était vraiment impensable, des publics composés de médias, en fait. Des publics composés de personnes qui ont un smartphone et qui filment, qui communiquent en direct avec leur public. Enfin, on n'a plus du tout cette séparation entre émetteurs et récepteurs. Les récepteurs sont des émetteurs. L'audience, l'auditoire est formé d'émetteurs. C'est un bouleversement complet. Et comme vous le savez, la numérisation, c'est aussi la globalisation de l'espace public. C'est la planète qui se met à l'image du numérique. Il y avait déjà l'intuition de Marshall McLuhan sur le village global. C'est la planète. Comment dirais-je, l'accès par le web, par le téléphone en particulier, fait que aujourd'hui, pas tout le monde, hein, mais on sait que une part prépondérante de l'humanité, désormais, hein, une part qui est autour de 60%, accède sans cesse au web par la téléphonie mobile, et que c'est quelque chose qui se développe à grande vitesse et qui devrait encore accroître le nombre des individus acteurs de l'échange. Bon, voilà, Facebook, c'est à peu près 4 milliards de personnes qui passent par les réseaux d'une manière ou d'une autre. Ce sont des quantités qui étaient inimaginables. Évidemment, bon, il y a des façons de toucher des personnes chez Facebook qui permettent de le faire, même quand les personnes n'ont pas de compte Facebook. C'est ce qu'avait révélé l'affaire Cambridge Analytica. Donc on a cette espèce de numérisation du monde. Et là, d'une certaine manière, on peut se dire que c'est le triomphe de Gabriel Tarde. C'est le triomphe des publics. On n'a plus besoin même de se déplacer. On n'a plus besoin d'être physiquement présents les uns aux autres. Tout passe par la numérisation. Et au fond, on a peut-être pendant quelque temps l'idée qu'on tient les modalités du gouvernement de la multitude. Mais très vite, les choses se sont modifiées. Et nous nous trouvons aujourd'hui, me semble-t-il, dans un âge de grande incertitude où, par un premier effet, si vous le souhaitez, on en dira un mot, mais je vais passer, mais c'est un effet absolument majeur, les espaces publics ne sont plus régulés par une circonscription nationale. Ça, c'est un bouleversement dont on n'a pas pris la mesure encore. Hein. C'est-à-dire que depuis l'invention de l'imprimerie jusqu'à l'arrivée du web, on a une régulation par le législateur national de l'espace public national. On peut dire, voilà, ici on a le droit de dire ça, on a le droit de faire ça, ça c'est interdit, ça c'est... Voilà. C'est absolument majeur. À partir de la numérisation, il y a une espèce de transnationalisation de l'espace public. Nous sommes dans un espace commun, très très vaste, et nous ne sommes pas les régulateurs. Ce sont des entreprises, ce ne sont même pas des États avec lesquels on pourrait négocier, ce sont des entreprises qui ont des règlements d'entreprise qui s'imposent à nous, hein, comme des outils de régulation et même de modération, etc. On négocie avec. Je n'ai pas vérifié, mais on m'a informé il y a 2 ou 3 jours du fait que pour inciter les personnes à voter en France, comme ailleurs, hein, on a une instance qui s'occupe de ça, qui le fait depuis longtemps, avec un peu les mêmes affiches, le même discours, enfin c'est un peu tristouné. Et puis ça, bon, difficile, hein, voter est un droit, c'est aussi un devoir, etc. Ça ne marche pas vraiment très bien. Si Facebook s'en occupe, m'a-t-on expliqué, ils ont la capacité de toucher 80% de la population 4 fois par semaine, si on le souhaite.
on peut envoyer un message par effet de ricochet à 80% de la population, y compris, je vous le dis, ceux qui n'ont pas de compte. Et donc, on peut envisager, c'est quelque chose qui est en question, semble-t-il, que le gouvernement français fasse appel à Facebook pour mobiliser les électeurs, au fond que la participation électorale tienne à ces outils numériques qui sont des entreprises privées, dont la nationalité n'est pas française dans l'espèce ni européenne. Donc on voit bien cette espèce de dépossession, de détachement des entités politiques, une nation, un État-nation, même l'Europe, par rapport à cet espace public numérisé. Ça, c'est le premier aspect qui est absolument majeur et avec plein de conséquences. Le deuxième aspect très important, qui est plus nouveau, je trouve, il a moins de 10 ans, en quelque sorte, peut-être même moins, c'est qu'on s'aperçoit aujourd'hui que, moi c'est ce que j'appelle le retour des foules, en fait le numérique fait revenir la foule. Ça ne consacre pas le public. Il y a des publics numériques, comme autrefois il y avait des publics littéraires, des publics de presse, etc. Il y a toujours sur les réseaux, on en est tous témoins, on en est tous consommateurs, des interactions qui relèvent du public, c'est-à-dire que ce sont des énoncés élaborés, on peut discuter, on peut lire, on est à distance, on peut prendre des notes, etc. Bref, on fait tout cela. Hein. Mais il y a aussi, et même c'est la part principale, il y a aussi énormément d'images qui comptent pour beaucoup du trafic, plus de la moitié du trafic, beaucoup d'images, beaucoup donc d'émotions aussi, qu'il y a des algorithmes qui ont des effets, vous le savez, qui favorisent des images spectaculaires, voire choquantes, qui favorisent des propos outranciers, démagogiques, que sais-je, voire haineux. Enfin bref, tout ça, c'est une machinerie qui fait plutôt que, malgré la distance qui sépare les internautes, il y a une espèce de montée en intensité des sentiments, des sensations, des formes de joie sans doute, mais aussi de colère, de détestation. Et on le voit maintenant avec un phénomène que je trouve très original. D'abord, sur les réseaux sociaux, on voit des comportements numériques qui relèvent du lynchage, de la haine, de la passion fanatique, idéologique, religieuse, je ne sais pas quoi, des phénomènes qui existaient principalement dans la foule physique, mais assez peu dans les publics de la presse. Donc c'est quelque chose déjà de très étonnant et qui se voit à profusion, ou même des formes de lynchage par représentation, en quelque sorte. C'est quasiment sans cesse que ces images circulent sur les réseaux sociaux et dans le numérique. Mais il y a encore autre chose qui est plus étonnant, qui pousse un peu plus loin, c'est ce que moi j'appelle des foules hybrides, c'est-à-dire des publics du numérique qui sortent. C'est un peu comme dans le film de Woody Allen, La rose pourpre du Caire, je ne sais pas si vous en souvenez, si vous l'avez vu, c'est-à-dire que ce sont des publics qui sortent de l'écran et qui viennent dans la rue faire foule, et non pas métaphoriquement, mais réellement. Par exemple, les gilets jaunes. Ça ne porte aucun jugement de valeur, ce que je dis là. Mais les gilets jaunes se sont créés sur Facebook, plus les ronds-points. C'est vraiment étonnant. L'espace public numérique, plus l'espace public classique. La place, enfin le rond-point, quoi, mais la place physique, circonscrite, où vraiment on se rencontre, on fait cuire de la saucisse, on boit un peu de bière, on discute, on a un gilet jaune, on est content de se retrouver. D'ailleurs, les gens le disaient, on est très heureux, enfin on se retrouve dans cette société numérique, on se retrouve réellement, et on est passé par Facebook pour se retrouver réellement. Et donc il y a cette espèce de mélange, et les échauffourées au moment des gilets jaunes, qui était une dimension importante de la notoriété des gilets jaunes et de leur popularité. Moi, je mesurais ça dans mes études. Au moment où les gilets jaunes, c'est toujours pas difficile de généraliser, et en particulier pour les gilets jaunes, mais au moment où il y avait des scènes extrêmement violentes impliquant des gilets jaunes ou des personnes se réclamant des gilets jaunes dans des affrontements avec la police, les scènes les plus violentes, fin novembre 2018 en particulier, on pouvait avoir le sentiment que le pouvoir allait même tomber dans le désordre. Moi, j'ai mesuré dans mes enquêtes 80% d'approbation des Gilets jaunes pour un pays comme la France, qui n'est plus froid du tout. 80% d'approbation au moment les plus spectaculaires.
donc où, en quelque sorte, la violence était vue et en quelque sorte acceptée. Mais les Gilets jaunes sont passés de ce côté-là. Le deuxième exemple extrêmement fort, c'est celui de Trump le 6 janvier 2021. C'est l'affaire du Capitole. Avec les injonctions, les appels numériques, les gens sont vraiment venus envahir le Capitole, vraiment. Et donc, il y a désormais ces passages à travers le tunnel du numérique, avec vos fidèles qui pensent exactement comme vous, qui vous chauffent à blanc, vous sortez du tunnel et vous êtes vraiment dans la rue. Donc, c'est une sorte d'hybridation qui fait que on peut, je vais m'arrêter là, mais on peut peut-être se demander s'il ne devient pas impossible de gouverner les sociétés numérisées s'il s'agit de les gouverner démocratiquement. Parce que la délibération, il y a des réquisites à la démocratie. La délibération, l'information, l'échange, le compromis. Enfin, s'il n'y a pas ça, ça ne marche pas, la démocratie. Si c'est ce qui se passe aux États-Unis en ce moment, la polarisation absolue, qui est très impressionnante aux États-Unis en ce moment, c'était impressionnant avant, mais c'est encore plus maintenant. On mesure aujourd'hui que des électeurs républicains, trumpistes, vont voter pour lui, malgré tout ce que l'on sait sur Trump. Il a été reconnu coupable de viol. Il n'est pas accusé, il est coupable de viol, condamné pour viol. Autrefois, il y a 5-6 mois, on aurait parlé de ça hier, je vous aurais dit, les études montrent que s'il est mis en cause, ce n'est pas grave pour les électeurs, s'il est reconnu coupable, ils ne voteront pas pour lui. Eh bien, ce n'est plus le cas. Et l'explication, elle est que la détestation est telle du camp d'en face que l'on votera Trump, même si c'est un personnage que l'on considère comme quand même très peu fréquentable, parce qu'on veut la défaite du camp d'en face. Donc tout ça, ça doit beaucoup aux réseaux sociaux, ce n'est pas la seule cause, mais ça doit beaucoup, et ça ne fait pas une société démocratique, ce n'est pas possible. Pas possible. D'ailleurs, la preuve, pour la première fois aux États-Unis, pour la première fois dans une grande démocratie, le président qui a été élu et qui est battu ne reconnaît pas sa défaite. Donc là, on est au bord du coup d'État dans la plus grande démocratie du monde, et une des plus belles, parce qu'elle a été pensée avec un soin inouï pour éviter ce qui cependant finit par se produire. Et j'ajouterai pour finir que, par contre, tous ces outils numériques, je faisais référence tout à l'heure à la Chine, tous ces outils numériques offrent des moyens extraordinairement efficaces pour gouverner les sociétés numérisées de manière autoritaire. Donc la question, au fond, pourrait se résoudre ainsi. Est-ce qu'on peut gouverner les sociétés numérisées oui, de manière autoritaire, mieux que jamais, plus que jamais. Il est impossible en Chine d'échapper à la captation de votre iris. On sait où vous êtes, avec qui vous êtes, c'est beaucoup de choses. Il y a d'autres choses encore. Et donc, les systèmes de surveillance sont très, très au point, avec des grandes gestions de données. La voix est enregistrée. Je ne sais pas si vous savez, moi, c'est vertigineux. Xi Jinping a fait faire l'identité génétique de tous les Chinois. Bon, il y a un fichier génétique, voilà. Il y a un fichier pour les voix, il y a un fichier pour les iris, c'est quand même et les caméras, c'est quand même très impressionnant. Et la gestion par des grandes machines, des supercalculateurs, de tout ça. C'est un modèle qui est quand même très impressionnant. Je suppose que ça ne fonctionne pas aussi bien que je le décris là, mais quand même, ça va sans doute ça donne sans doute déjà une forme de gouvernement qui n'avait jamais existé dans l'histoire, que tente d'ailleurs d'adopter Vladimir Poutine en Russie. Et donc on pourra gouverner sans problème les sociétés numérisées, mais de manière autoritaire. De façon démocratique, ça sera peut-être plus compliqué. C'est peut-être ça l'interrogation d'aujourd'hui. Voilà. J'espère que ce n'est pas trop long, mais un peu long aussi. Merci beaucoup, Dominique. C'était passionnant, très intéressant, ça pose plein de questions. Pour d'ailleurs ouvrir ce débat, j'ai une question qui m'est venue tout à l'heure quand tu parlais en fait de lynchage via les réseaux dans une société numérisée. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une banalisation de ces lynchages quand on est à un niveau extrêmement étendu? On voit beaucoup de choses et puis 6 mois après, on n'en parle plus. Par contre, pour des lynchages extrêmement violents dans finalement des communautés réduites. Pensez aux adolescents dans les lycées, ce qui se passe aujourd'hui. Donc j'ai un peu cette interrogation que l'effet de masse a aussi comme résultat une banalisation d'actes qu'on aurait est moins efficace que je pense notamment au lynchage. On peut
Revenir à l'affaire Dreyfus, par exemple, où il y a un lâchage médiatique extrêmement, extrêmement efficace. Bah, j'aurais pas toutes les compétences nécessaires pour répondre à ta question. Je ferai un commentaire. Je dirais que moi, pour ma part, il faudrait avoir un psychologue, un cognitiviste. Il faudrait ce genre de compétences-là. Et puis aussi toute forme de psy. Hein. Moi, je ferai l'hypothèse que les images que nous voyons nous font un effet très profond et que nous sommes en train de devenir une société qui a mémorisé beaucoup de scènes épouvantables auxquelles plus personne n'échappe désormais. Moi, j'étais, par exemple, effrayé après le 7 octobre par la circulation d'images atroces que j'ai bien vues, même sans le vouloir, et qui sont impossibles à oublier. Et je ne crois pas... je crois que l'élasticité apparente, c'est comme un glissement. Je pense que ça nous prédispose. C'est pas parce que nous devenons méchants, mais à tout le moins, ça nous prédispose à une plus grande difficulté à résister, à nous scandaliser, parce que effectivement, c'est une sorte de norme qui s'installe, et c'est donc un péril beaucoup plus grand. Il est très difficile aujourd'hui comment dirais-je, de mobiliser. Par exemple, quand il y a au Balochistan, par exemple, qui essayent de devenir indépendants contre le pouvoir pakistanais, ils font toute une campagne pour essayer d'être connus. Ça ne marche pas parce que c'est dans le degré de violence qu'on doit produire pour être saillant, ils ne sont pas au niveau. Et donc, il y a 10 ans, ils auraient été tout de suite pris en considération par beaucoup de monde, etc. Voyez. Regardez, par exemple, je ne veux pas être trop long, mais regardez les Iraniennes. Ils font quelque chose d'extraordinaire, incroyable, qui risquent leur vie, qui, sortis de prison, enlèvent aussitôt le foulard, qui dansent devant la prison, qui dansent devant des policiers. Enfin, c'est inouï. Et finalement, notre sensibilité n'agit pas comme elle devrait agir. Donc, c'est un peu ça que je... Mais il faudrait compléter par un spécialiste, ce que je ne suis pas. Des questions dans la salle, oui. Hop. Clair et argumenté, hein, et puis bon, ces références effectivement avec à ces théories sur les foules hein, et les publics. Hein. Il se trouve que, c'est une petite anecdote, hein, je me permets de la raconter. Ah, bien sûr. J'étais au début du mois en Chine. Ah. Et je veux dire, alors, bon, la Chine a été fermée après le Covid et elle a réouvert il y a 1 an, et depuis 2 mois, on peut avoir des visas. Et donc j'ai été invité. Je veux dire que c'est une expérience tout à fait singulière parce que, bon, première chose, peut-être vous le savez, hein, depuis longtemps, il n'y a plus de billets de banque en Chine. On paye uniquement avec son téléphone portable. Hein, et les cartes de crédit occidentales ne sont pratiquement plus acceptées. Hein, et donc il faut absolument avoir un compte WeChat. Parce que c'est seulement... Enfin, il y a un autre réseau, mais il y a juste 2 réseaux chinois. Et pour pouvoir avoir un compte WeChat, il faut être parrainé par un Chinois. Donc on est vraiment un tout petit peu perdu. Heureusement, j'étais invité, tout m'était payé. Hein. Mais la chose étonnante, c'est que si on n'a pas de VPN, c'est un réseau virtuel personnel, on n'accède plus... Alors déjà, première chose, quand vous allez à l'étranger, que les frais d'itinérance sont élevés, donc vous téléphonez sur WhatsApp. Mais là, on n'accède plus à WhatsApp. On n'accède plus aux réseaux sociaux, hein, on n'accède plus à LinkedIn, on n'accède plus à Facebook, on n'accède plus au monde. Hein, et le moteur de recherche, Google est interdit. Donc vous avez les courriers électroniques, ça vous y arrivez, sauf les comptes Google, les comptes Gmail. Et bon, heureusement, j'ai plusieurs comptes, hein, mais c'est quand même un tout petit... Et surtout, vous n'avez plus les moteurs de recherche. Alors, je ne sais pas comment vous faites sans moteur de recherche, mais c'est assez troublant. S'il y en a un, c'est Baidu. Mais là, pour là, il faut parler chinois. Donc voilà, donc c'est une curieuse expérience. Et effectivement, hein, ça va bien dans le sens hein, qui était indiqué là, c'est qu'on a vraiment un gouvernement de plus en plus autoritaire. Et moi, j'ai discuté avec des Chinois, ils m'ont expliqué que
avec le Covid, bien sûr, le pouvoir en a profité depuis 2020 pour fermer encore plus ce qui était déjà très fermé. Donc c'est juste une confirmation. Mais ma question était autre. Donc merci tous ces éléments qui sont vraiment très nourris. Elle porte sur les éléments conceptuels. Il y a, je crois, quelque chose d'important, mais j'aimerais qu'on puisse en discuter, c'est qu'avec le profilage, on va avoir des informations qui vont être différentes par segment de la population. Et donc, il va y avoir quelque chose de très particulier qui me semble très nouveau, mais ça j'aimerais justement en parler, qui est le fait qu'il y a une fragmentation de plus en plus grande. Oui. Pour revenir, Marshall McLuhan a certainement été un grand théoricien, mais là où il s'est complètement trompé, c'est qu'il a cru qu'avec les médias électroniques, on avait un public uniforme. Il disait le 20h et le tam-tam du village global. Donc bien sûr, village global, sauf que c'est plus le tam-tam parce que plus personne ne regarde la télévision. Et en revanche, on a des publics totalement segmentés. Et il y a un livre qui m'a un peu marqué, enfin, dans son constat d'ailleurs, surtout, c'est le livre de Jürgen Habermas qui est apparu... récent. Voilà, très récent. Où il s'inquiète, bon, et en plus quand on connaît son itinéraire, à la fin de sa vie, il se rend compte que tout ce qui a été quand même le moteur de sa réflexion sur la délibération collective, tout ça, bien sûr, aujourd'hui est mis en défaut. Il parle du tournant. Et donc, effectivement, c'est la disparition de l'espace public. Alors, c'était un tout petit peu dit tout à l'heure, disparition de ce qui sont les conditions de la délibération collective. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se produit aujourd'hui. Oui. On vit dans des sociétés de plus en plus fragmentaires, où il n'y a plus d'espace de discussion, où les informations arrivent, mais de toute façon, on n'a pas les mêmes informations, et donc on ne peut plus débattre, et on se lance des invectives. Et c'est ça, je crois, qui est pour moi, quelque chose de très inquiétant. Mais j'aimerais bien, justement, commenter à partir de ça. Discuter. Oui, merci vraiment pour le témoignage et pour la question. Je suis tout à fait... je partage cette vision sur cet événement qui se produit, c'est-à-dire que, je vais au fond dire autrement ce que vous avez dit là, mais cet événement qui se produit, c'est-à-dire que nous sommes dans un espace public global, mais il n'y a plus de monde commun. Et même la notion d'actualité, elle n'existe plus. C'est ce que vous disiez, elle n'existe plus, la notion d'actualité, puisqu'on a, effectivement, on est profilé, on est, par les algorithmes, on est conduit dans des tunnels, la métaphore, on parle de tunnelisation, dont nous sommes regroupés ainsi. On est même possiblement incapable de savoir qu'il s'est passé quelque chose si on n'est pas dans le système qui communique l'information à des gens comme moi. Et donc ça, c'est très important, c'est une fragmentation extrême en petits mondes communs, différenciés, partagés, je ne sais quoi, et avec en plus une dimension qui est de l'instabilité même de ces petits mondes, puisqu'ils sont sans cesse en train de modifier leur contenu. L'actualité, elle n'est jamais stable. Même dans les univers qui vous intéressent, vous vous sentez bien que vous êtes pris dans un univers fait par des algorithmes à un certain moment. Moi, ça m'est arrivé quand, à un moment donné, j'ai trouvé que sur les réseaux sociaux, j'arrivais à convaincre tout le monde. J'étais en train de me dire, mais j'ai une force de persuasion inouïe. Et puis après, j'ai compris que c'était les algorithmes qui ne mettaient que des gens qui pensaient comme moi. Et donc... ce que je tenais pour une espèce de progrès de la raison, puisque c'était mon opinion, donc ça ne pouvait être qu'un progrès de la raison, c'était finalement une machine disciplinaire qui nous réunissait parce qu'on pensait la même chose. Et là, on est encore au-delà, c'est-à-dire que c'est comme du sable en permanence. C'est comme du sable, ça se défait tout le temps, et donc on ne sait même plus très bien, c'est un état terrible pour l'humanité, parce qu'on ne sait même plus sur quoi on va faire fond pour poser nos existences en termes de représentation. Même si je suis, en tant qu'individu, dans des groupes d'intérêts communs, ces groupes, ils bougent tout le temps dans le contenu. On amène tout le temps du nouveau contenu, etc. Ça n'est pas stable. Ça peut être stable une journée, 2 journées. Et donc, c'est une sorte d'état très étrange. Là aussi, je pense que c'est vraiment des psychologues, des psychiatres qu'il faut interroger. Moi, je discute beaucoup avec des psychanalystes, en particulier les lacaniens. On réfléchit beaucoup à ces questions-là. C'est eux qui sont les psys, mais c'est très intéressant d'échanger là-dessus.
parce qu'on arrive quand même à des situations que vous savez sans doute. Moi, j'ai vu récemment une étude, alors j'aurai la référence si elle vous intéresse très facilement, mais j'ai vu récemment une étude aux États-Unis, il y a 2 ans peut-être, c'est pas vieux, qui étudiait la consommation du réseau en temps. 48% des Américains de 18 ans et plus disaient passer la moitié de leur temps sur le réseau. Mais chez les 18-24 ans, la réponse était à peu près tout le temps. Donc, bien sûr, je suppose qu'ils dorment un peu, mais ça veut dire qu'après, et ça, vous le savez, parce que dans le monde de l'enseignement, on le sait, ça, et en particulier dans les collèges, etc. C'est très difficile de convaincre des adolescents de ne pas regarder sur leurs outils et de ne pas rester sur leurs outils aussi longtemps qu'ils le peuvent. Et donc, on a non seulement une espèce d'emprise en faisant basculer toutes les existences dans le numérique, mais c'est un monde qui est fait d'instabilité permanente. Et là, vraiment, encore une fois, c'est une affaire de psychologues et de psy, mais je ne peux pas imaginer que sur le plan cognitif, sur le plan existentiel, sur le plan émotionnel, ce soit, comme on dit, soutenable. Et ce que moi, comme intuition, parce qu'il faut bien aussi, dans un échange comme ça, on parle librement, on peut avoir des intuitions, peu importe si... Je préférerais que celle-ci, d'ailleurs, ne se vérifie pas. Mais pour moi, moi je me dis, nous arrivons à l'âge des prophètes, à l'âge des grands leaders, des tyrans, qui vont venir remplir cette espèce de vide qui empêche de faire fond sur quoi que ce soit. Hein, c'est très impressionnant, cette situation. Moi, je la trouve, dans le monde moderne, sans précédent. Je crois que monsieur voulait poser une question. S'il vous plaît. Ou faire une remarque, peut-être. Juste pour suivre l'anecdote de monsieur, ça date pas d'hier, puisque depuis 40 ans, chaque changement de dirigeant, j'essaie de retourner en Chine, visa refusé, visa refusé, visa refusé, visa refusé. Donc voilà, ça dure depuis un certain temps, le profilage, si j'ose dire. Ma question est simple, est-ce que la démocratie existe toujours ou peut-elle exister, sinon une démocratie dirigée? Je développe un petit peu l'exemple peut-être de des élections en Russie sont peut-être ceux qui se profilent aussi dans les prochaines années, avec cette espèce de manipulation du numérique, des réseaux sociaux, qui nous arrive on a parlé longtemps, et là encore, c'est une des plus grandes craintes, c'est la manipulation des élections américaines, autant des élections françaises, européennes, par les Russes, Chinois, tout ce qu'on veut. Donc, est-ce que, parce que ceux qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, finalement, peuvent polluer les autres, voilà, leurs voisins, etc., par leur discours, est-ce que justement, il y a une issue à tout ça, sauf aller tomber sur une démocratie dirigée très rapidement, finalement? Je ne suis pas capable de répondre à votre question, très pertinente et très difficile. Hein, non, juste sur votre avis. Oui. Donc, mais je souligne quand même ce que vous avez dit, qui me paraît effectivement important et acté. Hein, c'est ce que vous disiez, mais il faut se dire que c'est le cas. C'est plus que le parasitage. En quelque sorte, les élections deviennent faussées par les intrusions, par l'intervention de puissances étrangères, de piratage divers et variés. C'était le cas pour le Brexit, on le sait. Le Brexit c'est un résultat qui doit beaucoup au piratage. Et d'ailleurs, qui avait mis, ce que je vous disais tout à l'heure, qui avait mis en valeur avec l'affaire Cambridge Analytica, qu'on sait l'opinion de personnes qui n'ont pas de présence sur les réseaux sociaux. On le sait grâce à ceux qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent de personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux et renseignent par des photos, par différentes choses, par des systèmes de liens sur des personnes qui ne sont pas sur des réseaux sociaux. Donc on n'échappe même pas en réalité au réseau numérique. Et c'est comme ça que Cambridge Analytica avait pu fournir des informations stratégiques qui ont été très efficaces sur les informations de nature à faire basculer le vote britannique en faveur du Brexit. C'était en particulier la peur de l'immigration, qui avait été très opératoire. Voilà, on sait qu'en France, on a été attaqué sérieusement, et on sait qu'aux États-Unis, en 2016,
comme en 2024, ce sera une grande affaire. Voilà, donc ça, on est déjà confronté à cela. Ce qui m'a fait sourire intellectuellement quand vous avez parlé de la Russie, c'est que Poutine, lui, il fait encore, avec les bonnes vieilles méthodes, qui consistent à éliminer les opposants, les empoisonner, les emprisonner, les faire assassiner d'une manière ou d'une autre, ou même à bourrer les urnes, vous avez remarqué? Oui, mais c'est fascinant parce que c'est comme s'il nous faisait une démonstration de tout ce qu'il faut faire, et en même temps une espèce d'aveu de son incapacité à apporter la preuve de ce qu'il prétend, c'est-à-dire qu'il est populaire et qu'il est élu, etc. C'est très curieux ce qui s'est passé en Russie, je trouve. C'est pratiquement l'inverse qu'il a montré. Donc ça, c'est un exemple peut-être, je dirais, moins pertinent finalement que ce qu'il essaye de faire lui, par contre, dans les autres pays, en effet. Et si... C'est ça le point le plus stratégique de ce que vous avez dit de mon point de vue, c'est que si, et c'est pour ça qu'on peut songer là encore au Capitole du 6 janvier 2021, si on arrive à installer dans les démocraties l'idée que les résultats électoraux sont faux, tout tombe. Tout tombe. Et l'élection américaine de 2024, aujourd'hui, elle est encore assez largement une espèce de match retour de la part de ceux qui considèrent qu'ils n'ont pas perdu en 2020, toujours aujourd'hui. Ils sont nombreux à considérer ça aujourd'hui. Je ne sais pas s'ils sont majoritaires, mais ils sont nombreux. Ils sont très nombreux. C'est une pensée invraisemblable. Et j'ai d'ailleurs entendu ça en France aussi. Je ne sais pas si vous avez frappé. Moi, ça m'a beaucoup frappé. Depuis 2017, un discours après la présidentielle de contestation de la légitimité du résultat en prenant appui sur l'abstention, et sur le second tour, au motif que face à Marine Le Pen, ça compte pas, qu'avec une abstention importante, ça compte pas. C'est pas tout à fait la même chose que de dire c'est truqué, etc. Mais c'est quand même le début d'un processus où on n'a plus, ce qui était le cas il y a 15 ans, je dirais, spontanément, le résultat était considéré comme valable et l'affaire était entendue. Aujourd'hui, pas du tout. Et ça, si ça se dégrade, c'est fini. Il y a plus du tout. C'est la seule manière de faire tenir une démocratie et d'arbitrer des compétitions, des contentieux, des différends de façon universellement acceptée. S'il n'y a pas ça, c'est ce qui s'est passé au Capitole, c'est la violence. Donc là, moi, je ne serais pas capable de vous dire qu'il y a une meilleure solution. Ce qui est possible, et c'est peut-être ça que j'ajouterai comme élément de réponse, pas très, non plus très rassurant, mais ce que j'ajouterais, c'est qu'il est possible que nous arrivions à un moment de l'histoire des démocraties, parce qu'il y a toujours des moments quand même dans l'histoire, des formes de cycle, il est possible que nous ayons tous collectivement perdu l'idée de la démocratie. Je le pense, moi, ça, que nous en avons perdu l'idée. On ne sait plus très bien. Je dois expliquer à mes étudiants à Sciences Po que l'élection, c'est quand même très bien. Avant, je n'expliquais pas ça. Je montrais comment ça marche, etc., les modes de scrutin. Maintenant, je dois expliquer que c'est mieux qu'autre chose. Il faut passer par là. Donc, c'est ainsi, il y a aussi des effets de génération. On oublierait cela, collectivement, la valeur et puis la puissance de cette idée, et du coup, on s'obligerait, hélas, à repasser par un moment refondateur, cathartique, qui nous obligerait à passer par une très, très grande violence, quelque chose de très extrêmement violent, qui nous épuisera, qui nous détruira, et qui fait qu'après, 2, 3 ans, 4 ans après, j'en sais rien, on retrouvera la valeur extrême de la liberté. C'est pas... Il y a des mécanismes comme ça quand même, qui passent, des refondations, je ne sais pas si je sais pas si cet auteur, Louis Marin, qui était un grand spécialiste de la tragédie antique, de la tragédie française, pardon, classique. Louis Marin a fait des travaux remarquables sur Corneille et Racine et sur la manière dont ça pouvait signifier la refondation de la politique dans un système théâtral. La refondation, les coups d'État comme étant des moments de refondation, les coups d'éclat, des moments de refondation, les coups de sang, des moments de refondation. Vous voyez, des choses comme ça qui, tout d'un coup, vont blaster le présent, tout raser, c'est terrible. Et ensuite, cette violence, le choc, le traumatisme, ouvre les esprits qui redeviennent par un nouveau trajet. Il faut refaire une histoire terrible. C'est ça qui est vraiment triste, avec beaucoup de souffrance, etc. C'est peut-être ça. Je ne sais pas si on a cette sagesse pour... Moi, j'avais une question.
Si on pousse la réflexion plus loin, est-ce que ça peut être propice à une forme de gouvernement mondial qui est plus du tout basé sur la démocratie, puisqu'on voit que les partis, aussi, les partis, on ne comprend pas très bien aujourd'hui ce qu'ils représentent. Dès qu'il y a une figure qui s'élève, c'est très facile de la casser. Il y a cette histoire aussi d'algorithmes qui vont alimenter les gens par rapport à leur biais cognitif, je crois que ça s'appelle. Donc on leur amène ce qu'ils ont envie de voir, donc ils sont contents. Et du coup, là vous parliez de la Chine, mais la Chine, il y a cette espèce de pouvoir numérique, mais il y a aussi un pouvoir physique. Ils sont partout maintenant avec l'histoire des nouvelles routes de la soie. Physiquement, ils sont partout. Donc, je ne dis pas la Chine, mais est-ce que ça ne peut pas être propice à un gouvernement, bien sûr, qui n'est plus du tout démocratique, qui est possédé par le pouvoir serait possédé par peut-être ceux qui possèdent les technologies, qui ne sont pas nécessairement des politiques, mais qui vont être alimentés par ça. Et puis les nouveaux prophètes à côté, voilà. Mais est-ce que le numérique peut amener à un gouvernement mondial, justement, qui fait ce qu'il veut avec les foules? C'est un peu... Moi, je suis d'accord pour ce type de conversation. Ça peut avoir un tour un peu curieux, mais l'histoire du pouvoir ne montre pas autre chose qu'un pouvoir qui ne s'arrête jamais, sauf quand il est arrêté ou quand il s'épuise. Et nous savons bien, nous ressentons bien, nous voyons bien qu'il y a en ce moment une grande tentative pour une grande redistribution du pouvoir dans le monde, et qu'il s'agit de tout reconfigurer, voilà, et que les différentes routes peuvent servir de filin pour un filet de ce type. Je suis aussi impressionné, moi, par les plateformes américaines. Trump est un homme sans aucun doute, à mon avis, très dangereux, extrêmement dangereux, qui peut être celui qui crée un dégât planétaire. Mais ça m'a quand même choqué quand j'ai vu Facebook le censurer et Twitter le censurer, lui interdire d'émettre parce qu'il n'avait enfreint les règles de ces entreprises en termes de communication. Et Facebook convoquait sa fameuse Cour suprême privée pour valider son choix, etc. C'est le signe que ce pouvoir-là, il est aussi considérable et il ne s'arrêtera pas non plus. Et quand je ne sais pas si vous avez fait ça, mais quand on regarde un peu leurs publications, leurs textes sur leurs pratiques, c'est saisissant de naïveté, d'inconséquence, d'absence de culture politique, de totale superficialité. C'est effrayant, effrayant. Ce sont des personnes qui ne mesurent absolument pas la puissance qu'elles ont entre leurs mains. Elles font du business et ça marche, donc on continue, mais elles amassent en réalité un pouvoir qui dépasse, mais alors totalement, leur capacité de comprendre ce qu'elles sont en train de faire. D'ailleurs, vous avez, j'ai un peu oublié la date, là, mais il y avait un bras droit, un des bras droits ou des bras gauches de Zuckerberg, je ne sais pas si quelqu'un se souviendra de ça, mais qui était allé lui rendre visite chez lui, après avoir quitté l'entreprise, pour lui dire il faut que tu fasses éclater cette entreprise parce que c'est une catastrophe que tu prépares. Il est ressorti, sans pouvoir le convaincre, il a fait dans le New York Times un grand article pour raconter ça, qui était extraordinaire. Il disait ça, il disait c'est quelqu'un qui ne comprend absolument pas. C'est toujours une sorte d'étudiant qui fait un truc qui marche, c'est cool, c'est bien, ça marche, on est célèbre, on a du succès, on fait de l'argent, et tout ça est très bien d'ailleurs, hein, moi ça ne me dérange pas. Mais par contre, il ne se rend pas compte qu'il est en train de bouleverser le monde, les systèmes démocratiques, etc. etc. Et c'est ça, si vous voulez, entre des puissances très calculatrices, très déterminées, très classiques, la politique de puissance, c'est vieux comme la politique, ce qu'on voit à l'œuvre aujourd'hui, de façon archaïque à mon avis avec Poutine, de façon plus sophistiquée avec Xi Jinping, sont des politiques de puissance qui vont utiliser des usages
naïfs de très grande puissance, comme par exemple les plateformes américaines. Et tout ça peut contribuer à un grand désordre. Il y a un élément, je voudrais ajouter ce point quand même, avant de vous passer la parole, il y a un élément qui est une conviction, mais pas simplement une conviction. Bon, je ne vais pas faire non plus un exposé là-dessus, mais moi j'ai quand même le sentiment que la liberté, c'est un désir anthropologique. Et que c'est ce qui fait que nous sommes arrivés là, et que voilà, la démocratie, elle n'est pas occidentale, le désir de liberté, de dignité, de respect, c'est universel, c'est l'humain, et que quand même, on l'a vu en Chine aussi au moment du Covid, on s'en souvient de ces images, hein, c'était bien des Chinois qui manifestaient pour dire ça suffit maintenant, et ils ne disaient pas que laissez-nous sortir, ils disaient on veut avoir le droit de parler. Moi, je me souviens de ces images-là qui, tout d'un coup, elles ont disparu, mais tout d'un coup, elles étaient là, et c'était bien des Chinois. Donc, il ne faut pas d'ailleurs croire les personnes qui disent que les Chinois ne sont pas faits pour la démocratie. Ça, c'est insupportable, parce que les Chinois de Taïwan ou de Hong Kong l'ont montré, et les Chinois de Chine le montrent aussi. C'est évident. Il y a une souffrance qui est documentée maintenant par des travaux. Il y a des émeutes, il y a des soulèvements, des manifestations qui sont nombreuses en Chine, surtout contre la pollution, la corruption ou des déficits dans le domaine de la santé. Mais c'est aussi des façons d'exiger des comptes à l'État. Et Xi Jinping, il a été obligé de reculer sur sa politique. Il y a quand même des interactions, et je pense, moi, que c'est encore plus avancé en Russie. Donc, on ne va pas discuter de ça, mais heureusement, nous avons en face l'humanité, je dirais, qui ne peut pas se laisser enfermer de la sorte. En tout cas, je pense que ce n'est pas possible. Peut-être j'ai tort. Oui, bonsoir. Mille merci pour cet exposé qui était extrêmement intéressant. J'ai appris beaucoup de choses. Une question qui serait aussi une sorte de contre-proposition de réflexion. Dans les termes de l'intitulé de cet exposé ou de votre présentation, il y a gouverner les sociétés démocratiques. Est-ce que c'est encore possible? Mais pour moi, à mon avis, il y a une contradiction potentielle dans les termes où le terme de gouverner, qui est un terme grec qui veut dire gouvernail, qui suppose en fait une interaction quasi mécanique entre l'expression du pouvoir politique et les citoyens. Et puis on a aussi les travaux de Platon, l'harmonie du monde par le calcul, Hobbes qui parle de la machine, puis ensuite la cybernétique qui crée un continuum entre les hommes et les machines avec Finner, Hayek qui vient superposer à tout ça, le néolibéralisme, etc. Et aujourd'hui, comme vous l'avez bien rappelé, le numérique qui permet d'accéder de manière individualisée à chaque individu. Et au fond, est-ce que l'état actuel de perturbation cognitive dans laquelle on serait, où en fait chacun est libre de choisir son apocalypse et où plus rien n'aurait de sens, ne résulterait pas plutôt d'une dissolution entre en fait une gouvernance trop parfaite, et vous l'avez rappelé, vous avez dit on n'a jamais eu autant la possibilité d'aussi bien gouverner de manière antidémocratique, et une aspiration intrinsèque à la démocratie. Au fond, est-ce que nous, société occidentale, on ne serait pas confronté à l'idée, à une sorte de confrontation qui nous rendrait un peu dingue, de se dire il y a une lutte entre la démocratie et la gouvernance qui s'applique à nous? C'est une très bonne façon de poser le problème. Oui, j'approuve tout à fait votre façon d'élaborer la question. Pour moi, ce que vous dites résonne parfaitement, enfin, ça s'emboîte très bien avec cette idée que les systèmes sont entrés en conflit, tel que vous le dites là, comme, par exemple, pour prendre, c'est des références qui sont toujours significatives, hein. Ça ne veut pas dire que si on regarde dans le détail, ça marche, mais pourquoi on se met tout d'un coup à parler de Sud global qui veut en finir avec l'Occident, vous voyez, ce genre de choses. C'est comme confrontation qui vient. Il est certain que du côté du monde démocratique, qui a cessé de s'étendre à peu près depuis 2005-2006, parce que ça on le mesure, il y a des informations là-dessus régulières, on peut savoir si les pays sont un peu plus démocratiques ou un peu moins, et donc on sait qu'il y a une forme d'épuisement de la démocratisation du monde depuis 2005-2006, et c'est là-dessus que prennent appui aussi les puissances qui souhaitent, pour des raisons évidentes, ne pas cohabiter avec des pays où les peuples sont libres, parce que c'est une exemplarité qui pose problème. Au passage, moi, pour ma part, personnellement, c'est une des raisons pour lesquelles je pense que Poutine a envahi l'Ukraine. Ne pas avoir comme voisin, il y a d'autres raisons, mais celle-là, je pense à compter, de ne pas avoir comme voisin un pays qui est, comme il dit, la Russie,
Et il dit ça, mais ils étaient en train de devenir ils sont une démocratie. Donc ça veut dire que la Russie aussi peut devenir une démocratie. Et d'ailleurs, ça commençait en Russie à devenir, pas une démocratie, mais commençait à y avoir des forces en ce sens. Et c'est pour ça qu'il a fait cette espèce de tournant. Donc tout ça, ce sont des... Il y a des luttes en ce moment, hein, y compris au sein de ces pays-là. Il y a des luttes très fortes. J'ai parlé de l'Iran. Hein, on peut dire pour la Chine, on en a parlé. La Russie, il y a des luttes très fortes. Hein. C'est pas quelque chose de... L'Arabie saoudite ressent aussi dans sa société ces mouvements d'émancipation. Les gens maintenant obtiennent d'aller voir un film au cinéma et même un concert de musique et même en présence de femmes, etc. Ce sont des choses qui... ça bouge, on peut dire très peu, non. Ce sont des mouvements très importants. Et donc il y a cette part... C'est ce qui me fait penser, moi, que l'humanité a anthropologiquement, en elle-même cette exigence de respect, de dignité et de liberté, et que ça travaille, et que c'est peut-être cette somme de volonté est beaucoup plus puissante que les pouvoirs organisés en État, et même peut-être, je serais peut-être plus inquiet sur les systèmes de réseau, parce que ça c'est fort, les réseaux numériques qui vont sélectionner l'information à laquelle on va accéder, qui vont sélectionner les personnes avec lesquelles on va interagir. C'est certain que là, si on se met à imaginer une machinerie qui pourrait contenir, réguler, limiter, empêcher, on pourrait pendant un bon bout de temps annihiler toute émancipation. Hein, mais je ne sais pas si une telle société serait performante, par exemple, parce que des systèmes autoritaires ont besoin de performance aussi. Il faut de la création, il faut de la richesse, il faut de l'innovation. Et je ne sais pas si ce n'est pas contradictoire, ça aussi. Mais j'apprécie votre façon de montrer une espèce de conflit interne. Nous sommes mis au défi de persister dans la manière que nous avons décidé d'adopter pour vivre dignement et librement. Deux choses. D'abord, un petit commentaire sur la fin de votre exposé, sur le fait que la liberté est nécessaire quand même à la compétitivité. Hein. C'est que en Chine, donc normalement, la plupart des personnes un peu actives ont un VPN pour leur permettre d'accéder aux systèmes occidentaux. Le peuple n'en a pas parce qu'il n'a pas l'habitude, c'est un peu compliqué, mais les officiels, eux, n'en ont pas parce qu'ils ont peur, parce que c'est interdit, et donc ça pourrait être dangereux pour eux. Mais en même temps, comme ils n'ont pas de VPN, ils ne savent pas ce qui se produit. Ils en ont entendu parler. Et donc, toute la difficulté pour eux, c'est d'être en contact avec quelqu'un qui a un VPN pour quand même savoir qu'est-ce que c'est ChatGPT, par exemple. Donc ça montre bien cette tension qui peut exister, même au sein d'un pays aussi autoritaire que la Chine. Mais ma question, donc ça c'était juste un commentaire, ma question, et donc une approbation, ce que vous disiez. Ma question est autre, c'est sur une notion qui a été introduite, c'est l'idée de féodalisme, c'est-à-dire que nous avons affaire à des acteurs privés qui pourraient, d'une certaine façon, exercer un pouvoir un peu indépendant des États. Alors, bien sûr, pas totalement analogue aux États, puisqu'ils n'ont pas de puissance militaire classique, en ce sens où ils n'ont pas d'armée, mais en même temps, ils peuvent assumer un certain nombre de fonctions, disons, d'attributs de la souveraineté. Et sur cet aspect militaire, d'ailleurs, en plus, c'est intéressant, parce que effectivement, ils ne vont pas envoyer des chars, mais ils peuvent quand même faire la guerre sur les réseaux. Et donc, voilà. Donc, c'est cette question-là que je me pose, est-ce que les États, et en particulier les États européens, ne se trouvent pas dans une situation extrêmement difficile entre, disons, un super-État comme l'État américain, qui lui-même d'ailleurs est traversé je veux dire, il y a des conflits entre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, entre, par exemple, Meta et puis l'État central. Et puis d'un autre côté, des États comme la Chine et comme la Russie qui sont hyper autoritaires. Donc, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'il n'y a pas une évolution extrêmement importante du monde dans lequel on vit est-ce que ce concept de féodalisme, je crois qu'il a été introduit par quelqu'un, est-ce que d'après vous c'est pertinent? Enfin, en tout cas, tout votre raisonnement, j'approuve tout à fait sur ces pouvoirs qui se sont constitués. C'est peut-être les éléments de la lutte pour, comme vous le disiez, pour
pouvoir qui ensuite va s'imposer. Si ce serait peut-être ça, ces feudalités, et puis à la fin, une espèce de royaume planétaire avec un pouvoir souverain. Mais dans ce que vous dites, il y a cette dimension qui n'est pas suffisamment étudiée, loin de là, qui est de voir à quel point les États classiques, petits ou grands, ont été dépossédés des éléments constitutifs de leur souveraineté dans le monde d'aujourd'hui. C'est, pour la plupart des États dans le monde, c'est fini en fait. Il n'y a plus de souveraineté. Il n'y a plus de situation qui repose sur une capacité à décider par lui-même. Vous avez de nombreux exemples comme ça. La Colombie, pendant la crise Covid, a totalement délégué la gestion de la crise à Google. Totalement. Le fisc français a passé un accord avec Google pour les contrôles fiscaux. Le fisc grec a passé un accord avec Google pour le contrôle des contrôles fiscaux. Enfin, j'ai parlé tout à l'heure de la promotion du vote avec Facebook. Il y a énormément d'exemples de ce genre. Et alors ça, c'est ça des coopérations. On peut dire, ouais, quand même. Vous avez vu que les données de santé sont passées chez Microsoft, exactement, sont passées chez Microsoft. Toutes les données avec l'âge, le numéro de sécu, etc. Bon, formidable. Donc, c'est quand même incroyable. Les États font ça par faiblesse, parce qu'ils sont en difficulté, il faut qu'ils sauvent un peu d'organisation, donc ils cèdent tout de suite sous la pression à une institution qui va organiser à leur place ce morceau de souveraineté qui ne tiennent plus. Mais il y a aussi des éléments qui sont très impressionnants. La Chine vient de, et il n'y a pas que la Chine qui va le faire du coup, mais la Chine vient d'interdire tous les logiciels étrangers. Donc il n'y a plus que des logiciels chinois qui vont être autorisés en Chine, en particulier pour maîtriser totalement les systèmes de défense. Et comme on le sait, dans les systèmes français, européens, américains, c'est pas ma spécialité, mais on sait qu'il y a beaucoup de systèmes qui appartiennent à des entreprises qui ne sont pas françaises. Et donc, de ce point de vue-là, qu'est-ce que ça veut dire? Que l'outil suprême de la souveraineté qui est l'armée, dès lors que les armées deviennent sophistiquées et en quelque sorte numérisées, les drones, etc., qu'est-ce qui fait que je suis sûr de pouvoir utiliser un drone, si je ne l'ai pas fait moi-même, au moment où il faut le faire, parce qu'il aura éventuellement été déprogrammé par l'entreprise qui me l'a vendu en raison du pays auquel elle appartient. Donc il y a vraiment des choses comme ça. Et puis, il y a une chose qui m'a toujours troublé, moi, c'est la démonstration de puissance de Google, de Meta, de ces grandes boîtes. Quand les États leur demandent « c'est quoi votre algorithme ?», la réponse est « ça ne vous regarde pas ». C'est quand même incroyable. Je suis désolé, on vit dedans. On se dispute dans la rue à cause des algorithmes de Google. On s'informe avec eux, enfin, c'est quand même pas rien. Et on vous répond, ça ne vous regarde pas. Mais je suis l'État français, peut-être, mais ça ne vous regarde pas. Vous voyez? Donc ça, quand même, comme moment de défaite, et je n'ai pas de solution pour que l'État français impose à Google d'obtenir l'algorithme. D'ailleurs, je pense que ça vient à l'esprit que c'est comme quelque chose d'impossible, comme si nous avions acté que ce sont des puissances bien plus grandes. C'est pas rien, ce genre de choses, évidemment. C'est constitutif de tout le reste. Et l'Europe fait quand même des choses, il faut quand même le dire. Le Digital Market Act et le Digital Services Act qui ont été adoptés par l'Union européenne, qui sont récents, sont tout de même ce qui se fait de mieux dans le monde aujourd'hui pour des pays qui ne sont pas américains, enfin qui ne sont pas les États-Unis, et même les Américains veulent s'en inspirer, semble-t-il, pour contraindre un peu plus, et si possible demain un peu plus encore, les grandes plateformes numériques à réguler comme on souhaite qu'elles régulent. C'est avec la règle on n'a pas encore réussi à faire ça, mais la règle selon laquelle ce qui est autorisé en droit européen doit être autorisé sur le web, sur les réseaux sociaux. Ce qui est interdit en droit européen doit être interdit sur les réseaux sociaux. Cette idée-là, qui est essentielle. On y travaille, on a quand même avancé, même si c'est un peu. C'est peut-être une piste, qui sont des éléments qui peut-être préfigurent un monde qui sera plus adapté qu'on ne peut le redouter aujourd'hui. Tout à fait, merci. Je rejoins
l'auditoire pour encore saluer le travail qui a été fait exposer. Merci. J'ai pu écouter avec attention ce que vous avez analysé comme mutation. Et on pourrait carrément dire qu'on est en train de traverser une période de transition. Et dans cette période, avec beaucoup de mutations, on devrait être dans un moment crucial pour repenser nos modèles de société. Ce qui est un peu contradictoire, c'est que dans cette période où les intellectuels devraient jouer un rôle assez stratégique, on a comme l'impression qu'ils sont hors jeu. Et que la seule composante sur la table, c'est l'économie, encore l'économie, et le politique semble être débordé. Vous l'avez si bien décrit parce que vous avez donné une forme d'épistémologie historique et contemporaine dans les explications. Mais dans tout ça, on sent bien qu'il y a les GAFA, Google, Amazon, Facebook et tout, mais on ne sent pas du tout un contrepoids intellectuel. Est-ce que nous sommes aujourd'hui incapables de nous unir pour répondre à ces questionnements de manière aussi inclusive entre communautés intellectuelles, puisqu'on parle de violence, mais apparemment, on a comme l'impression que c'est le seul langage qui est compris des deux côtés, c'est-à-dire du côté des masses et à la fois du côté du pouvoir, parce que l'intellectuel est toujours relégué au second rôle, parce qu'il n'a pas le pouvoir, entre guillemets, économique. Et donc voilà, je m'aimerais en toute sincérité, sans que vous puissiez rester dans votre champ théorique, à cœur ouvert, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous nous laissez ce monde en héritage. Pour nous, ce sont des défis. Je suis un peu plus jeune, donc nous, on le prend comme des défis. Et vous nous passez le relais, oui, mais on ne va pas se passer le relais en disant qu'on ne pourra pas légiférer et que le légal ne servira plus à rien. Donc l'État peut se donner les moyens de repenser et de légiférer. Mais la question, c'est avec quel outillage? Et cet outillage doit se construire dans l'intergénérationnel. Et vous ne pouvez pas simplement nous dire qu'on est débordé et que ça ne marchera pas. Voilà pour ce soir. Je pourrais m'enfuir là plutôt, pour échapper au défi de votre question. C'est très intéressant, oui, tout est très intéressant, vraiment, merci beaucoup. Et ce que vous dites là sur les intellectuels absents, c'est vraiment effectivement frappant. Et en vous écoutant, j'ai noté votre question, j'ai noté aussi un mot qui m'est venu à l'esprit comme étant peut-être ce qui vient à la place des intellectuels, les influenceurs, où le concept a laissé place à l'image de soi, de l'influenceur. Vous voyez, cette espèce de passage où je ne veux pas opposer trop sommairement et surtout pas laisser penser que ça contient une forme de méprise, ce n'est pas du tout le cas, parce qu'il y a de tout, donc comme toujours, il y a des choses merveilleuses et puis il y a des choses qui sont assez pénibles. Mais c'est quand même, le critère est quand même celui de la capacité à agréger du nombre. C'est l'économie dont vous parliez qui est derrière. L'influenceur, il est dans le système, il a un rôle important parce qu'il vend des choses. Voilà. Les gens l'imitent, ils achètent, etc. Et donc, c'est à la fois... l'intellectuel, il a été chassé. C'est pas qu'il a disparu, il a été chassé de ce monde-là. C'est pas... Ce qui va dans votre sens, c'est que... alors, il ne faudrait pas que ce soit qu'un acte de foi, mais je n'ai pas beaucoup d'arguments à vous donner à ce que je vais dire là, mais je ne peux pas imaginer que ce ne soit pas autre chose qu'un cycle. Nous n'arrivons pas du tout à trouver la puissance, la profondeur dont nous avons besoin sur le plan métaphysique, sur le plan intellectuel, sur le plan spirituel, et on met dedans tout ce qu'on veut, y compris des sensations à l'égard de la vie, je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas trouver ça dans ces interactions numériques avec ces influenceurs, etc. Et donc, il y a quand même des choses qui vont être des deuils inacceptés, et on va chercher à faire de... Ça peut donner lieu à ce que moi je disais redouter, ça peut donner lieu à ces grands prophètes, quand je dis prophètes c'est général, à ces grands meneurs qui voudront nous promettre des tas de choses, qui sauront trouver les éléments sentimentaux pour nous activer ou nous réunir, y compris dans des projets dangereux. Mais
c'est très vrai ce que vous dites. Et d'ailleurs, les intellectuels, c'est une chose, les universitaires, c'est encore autre chose. Et les universitaires, alors je vais dire des choses très générales, j'en ai d'ailleurs dit beaucoup des choses très générales et un peu rapides, mais les universitaires ont été pris, d'autres personnes ici pourraient en témoigner, ont été pris dans une forme de numérisation aussi, des classements internationaux, du ranking par citation. Par exemple, un paradoxe qui va dans le sens de votre question. Moi, je suis frappé de voir que c'est très bien votre question, elle est pleine de sorties. On voit bien qu'aujourd'hui, on a besoin précisément d'intellectuels, parce que les sujets sont vastes, profonds, et appellent à se risquer dans des secteurs dont nous ne sommes pas tout à fait les spécialistes, pas pour avoir raison, mais pour essayer de féconder des idées. C'est le contraire de ce qu'on demande aujourd'hui aux universitaires. C'est surtout l'hyperspécialisation. Je ne dis pas que c'est... Je comprends ça a du sens, c'est bien d'être spécialisé, très compétent sur un sujet. Voilà, donc, mais dans la médecine, c'est fascinant. Il est impossible aujourd'hui pour quelques chercheurs en médecine que ce soit de connaître ce qui est paru en médecine dans une année seulement. C'est impossible. Impossible. Et donc la seule façon de s'en sortir, c'est de se spécialiser. La médecine, c'est très parlant comme image, parce qu'on sait bien que un chercheur en médecine, un médecin qui voudrait se tenir informé, devrait se spécialiser à tel point qu'il ne pourrait plus qu'être hyper spécialisé dans un morceau d'organe et serait bien incapable de recevoir quelqu'un pour lui dire dans quel état il se trouve, en quelque sorte. Donc ça, c'est un aspect très important. Ça veut dire aussi que si on parle d'influenceurs, les sentiments ont toujours pareil. L'admiration, le rejet, l'imitation, etc. Ça a beaucoup plus d'importance que la persuasion, la raison, l'argumentation. Et puis, ça me faisait songer aussi que, globalement, on pourrait le dire, d'une façon générale, des élites. Les élites sont absolument nécessaires dans nos sociétés, enfin dans les sociétés humaines, il n'y a pas d'exception. Il faut des personnes qui sont plus performantes dans quelque domaine que ce soit, on les reconnaît comme telles, on leur confie des rôles dans quelque domaine que ce soit. Chez Pareto, qui est le grand théoricien, même chez les pickpockets, dit-il, il y a les meilleurs et les moins bons. Dans tous les domaines, il y a des élites. Là, on a un peu le sentiment qu'il y a une forme de massification, finalement, assez bizarrement, à partir d'un profilage radicalisant d'une certaine façon l'individualisation, c'est bizarre, mais ça fait une espèce de masse informe dont les élites ne peuvent pas se détacher. On ne reconnaîtra pas les élites. C'est extérieur, les élites. C'est une reconnaissance. Là, nous sommes pris par des mécanismes internes. Tout ce qui est algorithme, etc., c'est terrible. Il y a une chercheuse belge, Antoinette Rouvois, qui travaille sur ce qu'elle appelle le gouvernement algorithmique et sur le droit à être surpris par son destin, en quelque sorte. Les algorithmes font que c'est de moins en moins le cas. Et donc, est-ce que nous avons besoin... Est-ce que ce n'est pas ça, les élites? Est-ce que ce n'est pas les algorithmes? Qui nous conduit aujourd'hui, c'est ça. Un des plus anciens textes depuis l'invention du web, c'est Cody's Law, qui était un texte incroyable d'un avocat américain qui a fait ça un peu à la volée, 20 pages remarquables, à la naissance d'Internet. Le code numérique, c'est la loi. Cody's Law. Donc, si je suis informaticien, je fais du code, et en faisant du code, je légifère. Évidemment, je légifère, c'est sûr. Je fais la règle du monde, je crée la règle. Et donc, déjà, c'est une sorte de compréhension immédiate de cet enjeu, de cette conséquence-là. Donc, alors, moi, je dirais, je vais quand même répondre un peu rapidement, mais je dirais qu'il faut aménager, excusez-moi de dire ça comme ça, c'est ni très nouveau, ni très puissant, mais je pense qu'il nous faut aménager beaucoup d'espaces de résistance. Je pense qu'il faut, par exemple, moi je dis beaucoup à mes étudiants d'aimer le livre comme objet, de prendre des objets livres, de les garder. Moi je le fais je suis d'une génération comme ça, mais je ne pense pas que ce soit un effet de génération. D'ailleurs, les cognitivistes vous montrent que ce n'est pas un effet de génération, que c'est quelque chose de spécifique
dans le rapport à la mémorisation, à la compréhension, y compris d'écrire d'une main. Ça a des effets. Enfin, il y a beaucoup de travaux là-dessus tout à fait passionnants. De ne pas toujours travailler avec les deux hémisphères qui font qu'on n'est pas concentré, en fait. Moi, mes étudiants, quand je leur dis des choses compliquées, je leur dis, mais il pleut dans l'amphi, on entend un truc, et je leur dis, mais arrêtez tout. Vous n'avez pas du tout entendu le truc que je vous raconte, arrêtez tout. Mais ils ont du mal à arrêter. Donc ça, c'est une espèce d'auto-amputation, je dirais, de l'esprit critique. Donc il faut, et ça peut se faire. Ça, il faut expliquer, essayer de montrer, démontrer l'expérience que représente, de lire un livre vraiment, et non pas de le survoler par un lien qui est passé par là, ou je ne sais quoi. Tout ça est très difficile, c'est de la gymnastique. Hein. Lire un bouquin, c'est devenu très très dur pour les jeunes gens maintenant. Je ne leur en veux pas, hein. C'est toute une éducation. Et c'est malheureux parce que déjà, on les dépossède de ce qui peut les amener à résister par soi-même, quoi. Lire, se faire une opinion, attendez, vous me dites des choses, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, je veux réfléchir, etc. C'est la lecture, c'est ce genre de choses. Et puis, c'est la capacité à se détacher des connexions. Ça va certainement être quelque chose, ça. On le sait, on le dit. Bon, par exemple, moi, je vois des effets terribles d'injustice sociale aujourd'hui qu'il faudra mesurer assez vite. Hein. Les familles aisées, et je ne leur en veux pas, les familles aisées qui sont capables de tenir leurs enfants dans une relation raisonnée et malthusienne avec le numérique, sont en train de fabriquer les leaders. Les familles pauvres, où la maman est toute seule, doit s'occuper de ses gamins après le boulot, etc., et le gamin lui dit « laisse-moi tranquille », etc., et bien sûr, elle va le laisser tranquille. Elle a tellement de problèmes à régler. Je dis « elle » parce que c'est souvent la situation. Elle a tellement de problèmes à régler, eh bien ce gamin, il est mal parti du point de vue du rôle qu'il va jouer intellectuellement, académiquement, parce que ce n'est pas comme ça qu'on peut se former. Et là, on a fait tant d'efforts dans un pays comme la France pour réduire les inégalités à l'école, mettre partout l'éducation nationale, etc. Et on avait réussi. Hein. Il s'est passé plein de choses remarquables. C'est en train de s'effondrer littéralement par ce mécanisme-là. Ça ne veut pas dire que les écrans, c'est mauvais. Il faudrait dire 1000 choses pour être plus composite que je le suis là. Hein. Mais c'est fascinant de voir. Ça, c'est une bataille, par exemple. Et on pourrait aménager des écoles et des universités où il ne serait pas autorisé d'utiliser l'Internet. C'est pas difficile. Je veux dire, pas tout le temps. Hein. Mais si vous dites dans ce cours, vous n'utilisez plus l'ordinateur, tout est coupé. Et même, vous n'avez pas le droit d'ouvrir une machine. Vous avez vos notes et un crayon. Voilà. C'est possible de le faire. Certains le font. Bon, c'est possible de le faire. Et ce serait un grand service rendu aux jeunes gens. Donc il faut réfléchir à des espaces comme ça, je dirais. Ce n'est pas des grandes batailles immenses, mais c'est des points... J'enseigne les algorithmes. Ah Ça, c'est bien à enseigner, par exemple. Il faut l'enseigner, ça. Tout à fait. Après, dans l'expérimentation, même en situation didactique ou situation non didactique, quand on analyse, on voit bien que la solution est dans l'équilibre, dans l'autorégulation. Et l'intérêt d'enseigner les algorithmes, c'est justement de comprendre que ça sera par l'éducation que ces problèmes vont être réglés. Si l'école laisse inviter les algorithmes au sein des situations didactiques, on pourra apprendre à nos apprenants comment s'autoréguler. Quand est-ce qu'il faut utiliser tel ou tel outil. C'est vrai qu'il y a des aspects un peu dangereux, comme vous l'avez dit avec le téléphone portable qui est l'ami fidèle, quand on est triste ou quand un parent n'est pas présent, par exemple. Mon téléphone est là et il va naturellement me générer ce que j'ai envie de regarder. Ça, c'est vrai qu'il y a ces types de choses qu'on peut analyser. Mais justement, au sein de l'école, c'est possible de dire pourquoi, par exemple, je ne peux pas lire éternellement avec un écran et une lumière. Pourquoi mon cerveau a besoin de basculer, par exemple, d'un environnement papier-crayon à un environnement numérique et vice-versa. Ces effets de transposition, pourquoi c'est bénéfique? Ça, c'est à l'école. C'est pour ça que j'ai parlé dès le départ du rôle de l'intellectuel dans plusieurs domaines, y compris au sein de l'éducation. Mais voilà, ce sont des défis. Bien sûr. Et on les prend avec joie sûr. et je pense qu'on réussira. Très bien.
Madame, vous voulez poser une question? La dernière question, peut-être? Ou une remarque? Moi, je suis artiste. Hein. Je suis d'une génération qui ne suis pas tombée dans le numérique quand je suis née. J'ai été éminemment brutalisée par le numérique, par le devoir de passer systématiquement pour tout dossier, tout dessin, pour faire sérieux, pour être respecté par le numérique, qui sont des systèmes fabriqués par d'autres qui m'obligent à rentrer dedans, qui me machinisent. Et je voudrais dire que j'avoue que je vous écoute tous, vous avez tous, moi-même j'ai un portable, je le hais, parce que, je veux dire, je suis tout le temps dessus, donc je suis une intoxiquée, une empoisonnée, comme vous tous, et je n'arrive pas à comprendre comment il va falloir faire pour que s'arrête la numérisation de nos vies du A à Z. Je veux dire, vous avez un problème fiscal, vous ne pouvez plus avoir un être humain qui vous donne un conseil. Vous avez un problème avec votre téléphone, vous n'avez plus qu'une plateforme avec des gens qui sont juste des pare-feux. La Poste, il ne reste plus qu'un type qui ne sait pas parler français et qui ne sait pas écrire et qui a une machine dans les mains et qui n'est pas capable de mettre un tampon sur un papier. Il n'y a plus de papier. Je veux dire, on est dans un monde où on ne peut même plus échapper à cette machinerie numérique. Moi, je ne pense pas que c'est les réseaux sociaux qui sont coupables, c'est le numérique. Je veux dire, comment est-ce qu'on va échapper est-ce qu'on va pouvoir, à un moment donné, se réhumaniser, reprendre de la lenteur, savoir dessiner, savoir écrire? On a tous des écritures qui deviennent laides à force de taper sur des boutons. Voilà. Moi, je suis, si vous voulez... Voilà, c'est peut-être idiot tout ce que je... Non, c'est pas idiot. Mais je trouve qu'on est dans un délire absolu et on navigue et on croit qu'on va faire des choses, mais on est dedans, on est complice, on est collaborateur de ça, fasciné. Et il y a tellement de services que ça rend qu'on ne sait pas comment s'en dépêtrer. Enfin, voilà, bon, c'est un témoignage. Violente, mais... Non, c'est pas... Non, je ne fais pas de chèvre du tout. C'est vrai qu'il y a eu ce mouvement-là. Moi, je suis Aveyronais. J'ai envie de vous dire, je suis Aveyronais, laissez le Larzac tranquille. À chaque fois qu'il y a des problèmes, on dit allez sur le Larzac. Vous voulez vous promener, c'est très beau, mais... Hein? Oui, je me souviens très bien. Merci, voilà. Merci. Oui, je pense qu'on arrive au terme. Ouais. On est rappelé par l'heure. Merci encore, Dominique. Merci, Didier. On va laisser les débats, en fait, qui sont en train de naître sur l'Aveyron. Oui, c'est bien. C'est bien. Voilà, un grand merci à toi encore. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci de votre présence.